Bonjour. Bonjour. Demain, la CMP, la CMP, Commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, va se réunir à huis clos. Elle devrait se mettre d'accord sur un texte commun sur les retraites. Il y a 14 parlementaires. Sur ces 14, 10 sont favorables au texte. Les socialistes ont demandé que le débat soit public. Est-ce que vous aussi, vous le souhaitez? Bien sûr, je pense que quand on est à un texte qui est aussi important, aussi observé, qui donne lieu à autant de mobilisation dans le pays, il me semble que c'est la moindre des choses que cette commission mixte paritaire, elle soit publique et que ça ne se passe pas dans un huis clos secret avec des arrangements, des combines et des magouilles. C'est ça que vous redoutez, ce qui est des petits arrangements entre amis Pourquoi, de quoi a-t-on peur? Pourquoi, qu'est-ce qui empêche à cette commission mixte paritaire de pouvoir être publique? Pour quelle raison? Constitutionnellement, rien ne l'empêche effectivement d'être rendu public, mais c'est une décision de la conférence des présidents. Exactement, mais je pense que si la conférence des présidents et donc la minorité présidentielle envoyait le signal que cette commission mixte paritaire doit rester secrète, je pense que ce serait un très mauvais signal pour notre démocratie. Je pense qu'ils doivent avoir rien à cacher s'ils assument leur position. Donc à partir de ce moment-là, oui, nous souhaitons à ce que cette CMP soit publique. Et si elle ne l'est pas, puisqu'on a une participante en la personne de Mathilde Panot qui est notre présidente, alors Mathilde Panot fera en sorte que ça le soit. C'est ça, elle a déjà annoncé comment elle fera, elle tweetera au fur et à mesure. Elle donnera les informations au fur et à mesure que les choses se passent. Encore une fois, je pense que c'est une condition élémentaire. Et ça, elle a le droit de le faire si c'est à huis clos? Bien évidemment, oui. Il n'y a pas de règlement aujourd'hui qui l'empêche de le faire. Et je pense que chaque Française et chaque Français comprendra que savoir ce qui se passe au sein de cette commission mixte paritaire, c'est quand même assez élémentaire du point de vue de la respect de la démocratie. Si jamais cette CMP est conclusive, le texte sera soumis au vote du Parlement, au Sénat le matin, à l'Assemblée nationale jeudi après-midi. Est-ce que vous pensez qu'Elisabeth Borne, elle va réussir à avoir une majorité sur ce texte? On verra, moi je le souhaite pas en tout cas. Je pense que l'enjeu de cette semaine, qui est une semaine cruciale, décisive, c'est de faire en sorte que ce texte ne soit pas voté à l'Assemblée nationale, notamment jeudi. À partir de ce moment-là, je crois que la mobilisation qui existe dans le pays doit encore se massifier, se renforcer. Il y a une nouvelle date de manifestation prévue ce mercredi. Et puis moi, j'appelle les gens qui nous écoutent à interpeller leurs députés, leurs parlementaires. Ils peuvent le faire, leur envoyer des courriers, aller les voir, aller demander des rencontres avec eux. Il me semble que tout parlementaire, quel qu'il soit, peut comprendre que quand un projet est rejeté par plus de 70% de la population, le voter, ça a forcément des conséquences qui sont des conséquences très importantes. Et je m'adresse en particulier aux députés de droite. Je leur rappelle qu'en 1995, c'est un Premier ministre de droite, M. Juppé, qui avait reculé. Je leur rappelle qu'en 2006, à l'occasion du contrat première embauche, c'est un président de la République de droite, M. Chirac, qui avait reculé. Vous leur demandez de surtout pas voter cette réforme. Ils sont 61, les députés républicains, c'est vrai qu'ils sont la clé du scrutin. Mais je leur dis que quand on a une tradition gaulliste, de droite, on a une certaine... La tradition de droite, c'est quand même de faire des réformes des retraites. C'est vrai, vous avez raison, et moi je leur demande pas de changer de point de vue ou de conviction. Mais il y a un certain état d'esprit du respect de la démocratie sociale, de l'écoute du pays quand il se mobilise contre une réforme, auquel un certain nombre de premiers ministres et de présidents de droite ont déjà montré qu'ils pouvaient être sensibles, et je les invite à s'inscrire dans la même lignée. Vous parlez de la mobilisation samedi dernier, elle a faibli. Vous ne redoutez pas ça, finalement, des Français résignés contre cette réforme? Mais résignés, c'est ce qu'on lit dans les sondages. Non, je ne crois pas du tout qu'il y ait une résignation dans le pays. Je pense qu'il y a beaucoup de colère et beaucoup de détermination. La semaine dernière, on peut parler de samedi si vous voulez, qui était une manifestation différente de celle de mardi, avec des personnes différentes. Et donc je pense qu'il faut additionner les participants de samedi à la mobilisation du mardi. Mais mardi dernier, que tout le monde le comprenne bien, c'est la plus grosse manifestation qui ait jamais eu lieu dans ce pays depuis qu'on compte les manifestations en France. Donc ça ne y compris si l'on en croit les chiffres de la police. Donc je ne crois pas du tout que le mouvement s'essouffle. Je pense qu'il y a des manifestations extrêmement massives, extrêmement puissantes. Et le gouvernement aurait tort de continuer à faire la sourde oreille parce que ça laissera des traces dans notre pays. Ce gouvernement, il affirme qu'il fait tout pour trouver un consensus, tout pour éviter le 49-3. Vous le croyez? Non, pas du tout. D'abord, s'il voulait vraiment faire un consensus, il aurait accepté de rencontrer les organisations syndicales de salariés. Le président de la République, par exemple, aurait pu les recevoir puisqu'ils en ont fait la demande. Donc quand on veut discuter, il faut discuter avec ceux qui sont contre la réforme. Il les a reçus après la présidentielle, il a proposé de les recevoir au moment du Conseil national de la refondation. Oui, mais d'accord, mais depuis maintenant plus de 2 mois...
presque 3 mois dans lesquels il y a cette mobilisation, ils n'ont pas été reçus alors qu'ils sont à l'initiative de mobilisations qui sont les plus puissantes du pays. Donc je pense que le président de la République aurait pu entendre ce message. Donc non, il n'est pas du tout dans la discussion, il se donne une apparence de vouloir discuter ou faire un compromis. Mais il ne fait aucun compromis avec celles et ceux qui sont dans la rue et il continue à faire croire que s'ils sont contre cette réforme, c'est parce qu'ils l'auraient mal compris. Donc je lui dis très clairement, très franchement, les Français ont très bien compris la réforme et ils y sont opposés. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de faire franchir un cap à la mobilisation. Donc moi, j'appelle les organisations syndicales à prendre l'initiative de mettre autour de la table les syndicats, les associations, les partis politiques pour préparer ensemble la suite de la mobilisation. Vous dites que vous refusez ce 49.3 d'une certaine manière. Pourtant, il n'y a rien d'illégitime. C'est dans la Constitution. Michel Rocard l'a utilisé 28 fois. Pourquoi Elisabeth Borne ne pourrait pas l'utiliser, je crois, une non, mais que ça fois soit dans la Constitution, je ne le conteste pas. De la même manière que le vote bloqué au Sénat est dans la Constitution, c'est pas pour ça que je trouve ça responsable d'empêcher le débat au Sénat comme ça a été le cas. De la même manière que l'article 47.1 existe dans la Constitution, celui qui permet de limiter les débats à moins de 50 jours existe dans la Constitution, c'est pas pour ça que je trouve raisonnable de l'utiliser. Ce que je dis, c'est très simple, c'est que c'est une réforme qui est unanimement rejetée dans le pays, qui a une opposition frontale de la population, qui a une opposition frontale de l'ensemble des organisations syndicales de la salariée. Donc on peut toujours utiliser des méthodes autoritaires pour passer en force. Mais après, il ne faut pas s'étonner que ça déclenche dans le pays de la colère, du rejet, du dégoût parfois même vis-à-vis de la politique. Donc je crois que le président de la République et sa minorité présidentielle ont une responsabilité très forte et ils doivent entendre le message de la population et reculer tout simplement. Si Elisabeth Borne déposait un 49.3 jeudi, est-ce que vous voteriez une motion de censure? Bien évidemment, nous en déposerions une. S'il y a la possibilité, puisque vous pourriez voter celle du Rassemblement national? Non, mais je pense que l'enjeu, c'est de pouvoir voter des motions de censure qui ont une chance de l'emporter. Or, j'ai entendu qu'un certain nombre de groupes, notamment le groupe Lyot, qui est plutôt un groupe centriste, on va dire. Indépendant, préparaient la possibilité de déposer une motion de censure commune, pourquoi pas avec nous. Dans cette hypothèse, bien évidemment, nous le ferons et nous la voterons. Mais il y a eu une dizaine de motions de censure depuis le début du quinquennat et toutes elles ont subi le même sort. Il n'y a pas de majorité alternative. On verra. Si la Première ministre utilise l'article 49.3 de la Constitution, je pense qu'il y a la possibilité de déposer une motion de censure avec le groupe Lyot, avec des députés républicains, avec des députés de la NUPES. C'est les Républicains qui sont là. C'est eux qui prendront leurs responsabilités. S'ils étaient contre cette réforme, alors la logique voudra que si le gouvernement l'impose par l'utilisation du 49.3, il vote une motion de censure qui pourrait être déposée. Jean-Luc Mélenchon, il demande 3 choses aujourd'hui. Il demande le retrait du texte, on voit que c'est peu probable. Il demande la convocation d'un référendum, là aussi ça n'en prend pas le chemin. Et il demande aussi la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que, c'est aussi ce qui se dit, il demanderait une dissolution parce que lui-même se mord les doigts de ne plus être dans cette assemblée qui est le cœur vivant de la démocratie. Pas du tout, la question lui a été posée la semaine dernière, on était à Marseille ensemble et je crois qu'il a répondu précisément que son intention n'était pas d'être à nouveau candidat pour être député. D'ailleurs, je suis moi-même député sur la circonscription dans laquelle il était élu dans la mandature précédente. Mais ça c'est toujours de la politique fiction, ça ne m'intéresse pas. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon et ce que nous disons à la France Insoumise, c'est que le gouvernement devrait retirer ce texte face à une telle mobilisation. Mais que s'il ne veut pas perdre la face et qu'il cherche une issue politique, il a toujours la possibilité de soumettre au vote des Françaises et des Français ce texte par le biais d'un référendum. En démocratie, quand on est bloqué, quand il y a un point de blocage, quand il y a un sujet qui passe pas, qui suscite une telle mobilisation, la seule manière de le régler, c'est par le vote des Françaises et des Français. C'est le référendum. Donc si le président de la République veut trouver une solution, qu'il soumette ce texte à référendum. 30 secondes. Aujourd'hui, les poubelles envahissent les rues de la capitale. Les éboueurs sont en grève pour justement contre cette réforme des retraites. Vous dites quoi? Vous dites c'est de bonne guerre? Je soutiens l'ensemble des salariés qui sont engagés dans des mouvements de grève reconductibles, dans ce secteur comme dans d'autres. J'en appelle d'ailleurs un maximum à rentrer aussi dans le mouvement. Je leur dis que et j'appelle les Français à faire preuve de solidarité à leur égard, en particulier de solidarité financière, en alimentant les caisses de grève. On a une caisse de grève à la France Insoumise qui a déjà réuni plus de 400 000 €. J'invite à donner pour aider les salariés à rentrer dans ces mouvements de grève reconductibles. Merci beaucoup, Manuel Bompard.